Bonsoir à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Actenmatch. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante d'Actenmatch. Je voudrais tout d'abord vous remercier de prendre le temps d'être avec nous ce soir. Vous avez certainement beaucoup d'autres choses à faire dans vos activités respectives, donc on est très content de vous accueillir pour le sujet de ce soir qui est l'homme augmenté dans la banque et la finance. Donc pour en débattre, nous avons le grand plaisir d'accueillir John Rocher, qui est le CEO de Iseop, la société Iseop, qui va vous faire découvrir une des technologies d'intelligence artificielle qui se démarque fortement cette année. Bonsoir John. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Marine. Et bien sûr, je suis ravi. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on attende encore quelques minutes. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de monde présent, mais on peut effectivement commencer à évoquer ce sujet-là. Alors, ce que je veux dire à nos, à nos auditeurs, c'est que je vais essayer d'être pas trop commercial et de plutôt expliquer l'intelligence artificielle et un des segments, puisque l'intelligence artificielle est assez large, il y a plusieurs domaines dans l'intelligence artificielle et donc d'expliquer ce que l'on fait avec la partie Natural Language Generation, c'est-à-dire la génération de texte en langage naturel, qui est un des éléments, un des domaines, un des sous-domaines de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc j'attends votre go, Marine, et puis on démarre à la présentation, mais je peux effectivement commencer à parler de peut-être même d'anecdotes, puisque nous avons beaucoup de clients dans la banque et parmi vous, je sais que parmi ceux qui sont inscrits, nous avons beaucoup de clients où nous avons un accord cadre avec leur société et ils ont des projets. Donc effectivement, les grandes banques françaises, mais aussi aux États-Unis, sont nos clients. Il faut savoir que c'est un domaine où nous sommes très peu d'acteurs. Nous sommes très peu d'acteurs parce que ce sont la barrière technique, ce qu'on appelle la barrière technique pour arriver à faire de la Natural Language Generation, en général démarre à centenarum de travail. Donc ce sont toujours des travaux qui sont issus des grandes universités. Et dans le cas d'Iseop, il s'agit de l'ENS Cachan. Et les travaux ont démarré en 1983. Il faut dire que en fait, on n'écrit pas et on ne parle pas. Ça, c'est un terme, je dirais, courant qu'on utilise. En fait, dans le milieu professionnel, on exprime sa logique de raisonnement en langage naturel. Donc en général, on raisonne et on exprime, voilà. Et recréer ça avec un ordinateur, même avec de l'intelligence artificielle, eh bien, ça a été un challenge technique extrêmement complexe. Donc nous avons 3 concurrents aux États-Unis, mais personne en Europe. Voilà, nos 3 concurrents sont américains. Quoi. Et donc nous aussi, nous sommes aux États-Unis et nous remportons aussi beaucoup de contrats là-bas, mais nous avons donc des grandes banques. Alors, dans le monde de la finance, je ne vais pas parler de nos clients américains de trop, mais sachez quand même que des gens comme MSCI, hein, le leader mondial des index, hein, que ce soit l'index en bourse ou autre, ce sont nos clients et ils développent énormément d'applications. Également dans le monde de la banque et de la finance, nous avons des clients comme FactSet, donc un gros fournisseur de données dans le monde bancaire, hein, qui entre autres fournit des données à Reuters aussi et à Bloomberg. Et ce sont nos clients, ce sont des gens qui écrivent un article, ont écrit un article dans le passé sur Forbes, annonçant qu'ils écrivaient 1 million de rapports par jour avec notre technologie. Et puis enfin, il faut parler de Moody's, hein, qui est donc l'agence de notation très connue et qui est un de nos clients également phares aux États-Unis, à New York. Quoi. Voilà. Alors, c'était juste un préambule, on attendait. Est-ce que Marine, vous me donnez le feu vert pour démarrer cette présentation? Oui, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Vous êtes une quinzaine de participants. Je pense qu'il y a des personnes qui vont arriver, qui vont joindre la présentation au fil de l'eau. Ce qui sera intéressant, c'est de bien redonner le contexte de ce qui est la Natural Language Generation pour vraiment on se remette bien à jour pour les personnes qui n'ont pas encore une grande familiarité avec ce sujet-là. Mais en tout cas, on voit que vous êtes effectivement très implanté avec les entreprises du CAC 40 et des Fortune 500. Donc une entreprise Voilà. qui a déjà effectivement une grande renommée auprès de très grands Merci. comptes. Voilà, très Alors bien. simplement, je vais Alors, je... donner deux, trois...
Juste avant de démarrer, John, je voudrais donner deux, trois éléments. Vous avez un module de chat que vous voyez en dessous de votre interface. N'hésitez pas à l'utiliser, à poser vos questions dès maintenant. On va peut-être les traiter plutôt en fin d'intervention pour laisser à John le soin de répondre peut-être à certaines de ces questions. Voilà, donc mais en tout cas, ça peut être intéressant de commencer à les poser dès aujourd'hui, dès maintenant. Et puis, je voudrais aussi profiter de cette introduction pour remercier le pôle Finance Innovation, toute l'équipe du pôle sous la direction de Joël Durieux, qui a été relais et soutien de ce web séminaire, puisque c'est un sujet qui est d'importance pour le pôle. Donc, merci beaucoup à eux, parce que vous êtes nombreux ce soir à être également adhérents de Finance Innovation. Voilà, John, je vous propose de démarrer votre intervention. Eh bien, très bien, avec plaisir. Alors, nous avons comme titre choisi l'homme augmenté dans la banque et la finance parce que nous avons un certain nombre de convictions sur ce qui est en train de changer dans ces métiers. Alors, bien sûr, je vais avoir une attitude très modeste parce que vous êtes tous des professionnels de ce métier et je vais simplement donc émettre quelques hypothèses. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle n'existe pas. Alors, c'est un peu choquant de vous inviter à un séminaire sur l'intelligence artificielle pour vous dire que ça n'existe pas. Mais vous remarquez que ce n'est pas moi qui le dis. Enfin, je suis le seul. Vous avez effectivement une personne qui s'appelle Luc Julia, qui est donc un Français, qui est le père, considéré comme le père de Siri. Siri, c'est sur votre iPhone, le logiciel qui permet de reconnaître quand vous lui parlez ce que vous voulez dire. Et vous savez bien que ça marche plus ou moins bien. Ça marche bien quand on pose des questions simples et ça ne marche pas quand effectivement on commence à poser des questions un petit peu complexes. Peu importe, c'était pas le sujet. Luc était en France à la fin avril et il a dit fin avril dans une conférence devant des centaines, peut-être quelques milliers de personnes, il a dit l'intelligence artificielle n'existe pas. Bon, il a précisé aussi, du moins si l'on considère que l'IA correspond à des systèmes capables de réellement penser par eux-mêmes. On est très très loin de ce que l'on nous a dit en science-fiction. Et donc effectivement, aujourd'hui l'IA, c'est quand même des algorithmes, ce n'est pas des systèmes capables de penser par eux-mêmes. Voilà. En fait, dans le monde de la banque et la finance, il nous semble, nous avons la conviction, pas la certitude, mais la conviction, que ce qui change, c'est qu'on vous demande deux métiers. On vous demande de faire deux métiers. On vous demande à vos associés, collaborateurs, conseillers, de faire deux métiers. Le premier, c'est que vous leur fournissez tellement de données, parce que il y a une richesse de données et une fiabilité des sources de données dans le monde bancaire qui est réelle, vous leur demandez d'analyser d'importants volumes de données. Que ce soit dans la banque de détail, nous avons à peu près 50 000 conseillers aujourd'hui en France, juste en France, on a 50 000 conseillers qui sont équipés par notre technologie et qui l'utilisent. Je vous montrerai un exemple. Bien sûr, c'est un prototype, ça ne peut pas être un vrai exemple, je n'ai pas l'autorisation des clients pour montrer quoi que ce soit, mais ce sont on va dire des maquettes ou des prototypes que nous avons créés en parallèle pour pouvoir montrer ce que nous faisions. Donc, vous avez deux métiers qu'on vous demande. Le premier, c'est de l'analyse de données. Et le deuxième métier, c'est d'interagir, que ce soit avec des clients internes ou des clients externes, donc de s'appuyer sur une intelligence relationnelle, voire émotionnelle, qui est importante. Et ça, c'est le grand changement. Comparé à il y a 15 ans, là où vous vendiez 10 produits, aujourd'hui vous en vendez 150, 200 produits. En plus, on a plein de données. En plus, le monde bancaire est particulièrement fort en collecte de données et en qualité de données. Effectivement, quand j'ai des transactions financières, je suis obligé d'avoir des qualités d'une bonne importance. Et effectivement, là où l'intelligence artificielle va intervenir, ce n'est pas sur le deuxième métier qui est l'interaction avec les clients, mais bien sur le premier. Et c'est pour ça que très souvent, on parle des technologies actuelles dans l'intelligence artificielle comme des assistants virtuels qui vont aider, qui vont tirer vers le haut, disent certains de nos clients, qui vont aider les conseillers ou les cadres dans les entreprises, dans le monde bancaire, à effectivement avoir accès à des réponses personnalisées sur des domaines très variés. Oui, parce que ce qui ressort de ce que vous disiez, John, c'est qu'il y a à la fois un très fort volume de données et des attentes très fortes sur un traitement instantané et que du coup,
C'est ce qui fait que l'intelligence artificielle trouve son sens aujourd'hui pour accompagner finalement le conseiller vers une meilleure gestion de ce volume de Voilà. données à traiter. D'accord. Voilà, Donc, alors et là, le conseiller n'est pas forcément quelqu'un en B2C, hein, c'est pas quelqu'un en banque de détail, mais ça peut être aussi, on a beaucoup de clients qui sont dans la banque privée, dans la banque d'investissement, hein, et qui utilisent notre technologie simplement parce que avec entre la conformité MiFID entre autres et effectivement le nombre de produits et le nombre de données sur lesquelles il faut raisonner pour faire le meilleur choix, et effectivement arrive à un moment donné où il est important d'utiliser la technologie pour s'aider. Et l'intelligence artificielle, certains secteurs d'intelligence artificielle répondent bien à cette demande, mais on verra un petit peu plus tard les différents secteurs et à quoi ils correspondent. d'accord. Et donc, il y a Alors, plusieurs technologies finalement d'intelligence oui, artificielle. oui, alors on a suivant les auteurs, on parle entre 7 et 10 technologies d'intelligence artificielle, mais d'une façon générale, on peut toutes les diviser en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est l'approche statistique ou probabiliste. Alors, il faut savoir qu'on parle beaucoup effectivement de machine learning à la date d'aujourd'hui. Alors, le machine learning, c'est une approche probabiliste. Si Excel de Microsoft, si mon logiciel Excel de Microsoft était probabiliste, j'arriverais devant Excel et je dirais, dis-moi Excel, ce que statistiquement les gens font, les utilisateurs font de la colonne A et de la colonne B, et quand ils ont multiplié la colonne A par la colonne B, où mettent-ils le résultat de la colonne? C'est pas du tout ce que vous faites et pas du tout ce que vous voulez. Quand vous êtes sur Excel de Microsoft et que vous faites du budget ou vous faites peu importe ce que vous faites, vous voulez de la précision. Vous voulez que les choses soient claires et soient déterminées. Vous êtes donc dans une approche déterministe qui est l'approche de droite. L'approche probabiliste est une approche où je vais effectivement dire qu'est-ce que font en moyenne mes utilisateurs ou mes clients quand ils achètent tel produit. On est bien dans un mode de découverte. Autrefois, ça s'appelait du data mining. Bien sûr, c'est beaucoup plus puissant que du data mining, mais ça reste une approche probabiliste. Donc, quand on vous dit, on vous parle de produits, vous avez des grands produits comme IBM Watson, etc., vous êtes complètement dans une approche probabiliste. Et quand on vous dit les règles vont s'auto-améliorer, non, elles vont s'auto-améliorer par la moyenne. Mhm. Et la moyenne, ça s'appelle aussi un mouton de panurge. Hein, j'en ai 3 qui sautent, et j'en ai 10 qui sautent, et j'en ai 100 qui ont sauté la falaise. Donc, il faut simplement le savoir. Ça a de grands usages. C'est très important le data mining et bien sûr le machine learning parce qu'il permet de découvrir des process. On ne savait pas que les clients, et on vient de découvrir que les clients qui achetaient une maison aux États-Unis, les Américains, le sujet préféré après avoir acheté une maison et posté des photos sur Facebook, c'est la marque de la tondeuse à gazon. Ben oui, voilà, eh bien c'est super de le découvrir parce que ça permet de passer de la publicité sur la tondeuse à gazon. Bon, c'est faux dans 30% ou 40% des cas, mais c'est pas bien grave. On est sur de la publicité, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on savait faire avant. En revanche, quand je suis dans une démarche de conseiller un produit financier, je ne peux pas être dans une démarche probabiliste. Je dois être dans une démarche de rigueur. Et pour une démarche de rigueur, je suis obligé d'être exact, de m'appuyer sur des meilleures pratiques du métier, de respecter la conformité qui est imposée par les règles du métier. Et c'est pour ça que, effectivement, dans le monde bancaire, le Crédit Mutuel est une grande surprise qu'ils ont fait et la majorité des clients préfèrent une démarche déterministe. Mais encore une fois, il n'y a pas ou l'un ou l'autre. Il est juste que l'usage n'est pas le même. La production se fait en déterministe, la recherche, la discovery, la découverte de processus se fait de façon probabiliste. L'un complète l'autre, il n'y a pas de concurrence. Mhm. Donc on va parler là d'une technologie d'intelligence artificielle et particulièrement d'un des domaines qui s'appelle la Natural Language Generation. Donc c'est un domaine qui existe déjà en fait, hein, qui a déjà été éprouvé, mais qui semble être vraiment très en vogue, j'allais dire, de plus en plus, Oui, puisque ça a été annoncé comme l'application numéro un par le cabinet Forrester. hmm. Donc c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui semble voilà, prendre pas mal d'ampleur. Comment vous percevez-vous
cette actualité sur la NLG? Eh bien, on va dire que effectivement, ce n'est pas une surprise, puisque dans le monde professionnel, ce que l'on fait le plus dans sa journée, c'est écrire et parler. Donc, la NLG, c'est la génération en langage naturel de texte, mais de texte, ça peut être de la voix. Donc, si je peux être accompagné par un outil qui est un assistant, qui m'impose pas la solution, mais qui me guide à partir de l'analyse des données, je peux effectivement, très logiquement, ça devient très logiquement un champ d'application, d'autant plus que comme c'est un champ d'application déterministe, c'est un champ d'application qui est très exact et qui permet effectivement une grande exactitude, et donc effectivement, j'ai, on va dire, la voix de la raison sur les données, mais comme les ordinateurs n'ont pas de bon sens et que les ordinateurs ne sont pas créatifs, eh bien, on va dire, l'homme est bien meilleur sur la façon de communiquer avec les autres hommes, avec les autres humains, et donc, effectivement, il va se charger de cette partie-là, mais au moins, il aura un assistant qui lui dit, moi, à l'analyse des données, voilà le meilleur produit pour telle et telle raison, et donc, les champs d'application sont énormes. Donc, je ne suis pas surpris que Forrester qualifie la NLG comme l'application numéro 1 de l'intelligence artificielle en 2017. L'autre raison, c'est qu'en fait, nos utilisateurs, ils ne parlent pas data. Ils parlent français, ils parlent anglais, ils parlent allemand, ils parlent japonais, ils parlent leur langue naturelle, et au bureau, même dans des environnements anglophones, on voit bien que entre français, on a tendance à se parler français. Et donc, savoir transformer des données structurées telles que les données d'un CRM, et encore une fois, je vais vous montrer dans quelques minutes des applications réelles, des applications concrètes dans le monde bancaire. Donc vous allez vraiment voir à quoi sert la NLG et quels sont les champs d'application. En fait, dans le monde du langage, le secteur, le sous-domaine en intelligence artificielle s'appelle NLP, Natural Language Processing. Il comprend deux piliers. Le pilier NLU, Natural Language Understanding. On a parlé tout à l'heure de Siri, de Luc Julia. Siri, c'est de la NLU, mais vous avez d'autres technologies. Vous savez, souvent des logiciels qui disent qu'ils comprennent les emails, qui peuvent savoir si le client était satisfait, furieux, etc. Tout ça, ce sont des technologies de NLU. Les chatbots également rentrent dans la catégorie de la NLU. Hein, la majorité, une des grandes fonctionnalités d'un chatbot, c'est de reconnaître le chat, c'est-à-dire la question de l'utilisateur. Et ça, c'est de la NLU. Et vous avez environ 1 millier d'éditeurs de logiciels dans ce secteur. De l'autre côté, vous avez la NLG. La NLG est plus récente, vous avez que 4 acteurs au monde, d'après Gartner. Il y en a peut-être plus, mais très très peu. Je veux dire, la barrière technologique est très importante, donc c'est un monde très limité d'acteurs. Et par contre, on est sur de la rigueur, on est du 100% exact, on est aussi fiable qu'un algorithme. S'il y a une faute dans l'algorithme, il y aura une faute. Hein. S'il y a une faute dans mon calcul de facturation, j'aurai une faute. Mais une fois que je l'ai corrigé ou que je l'ai bien testé, je n'ai pas de raison d'avoir d'erreur. On est dans un monde déterministe, effectivement, qui s'accroche et qui, effectivement, va savoir faire du multilingue. On va en parler tout à l'heure également. Pour bien comprendre ce que l'on est en train d'expliquer, avant de vous montrer des démonstrations concrètes, je voulais revenir sur les 4 types de données qu'un être humain est capable de comprendre, donc de retenir, donc je dirais de digérer, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Le premier type de données, c'est la donnée brute. Un mot de passe ou un nom de famille, votre nom de famille, c'est de la donnée brute et on est capable de le mémoriser. Et voilà, un PIN number, enfin un mot de passe, un code pour ma carte de crédit, voilà, c'est de la donnée brute. Le deuxième type de données, c'est de l'information générique. C'est de la donnée brute en langage naturel. Donc, effectivement, dans la donnée brute en langage naturel, vous avez un acteur très connu qui s'appelle Google, qui fait 100 milliards de chiffre d'affaires avec un moteur de recherche d'information en langage naturel. Voilà, c'est l'utilisation type, c'est le moteur de recherche classique Google. Voilà. En fait, qu'est-ce que fait Google en ce moment? Ah, tiens, Google en fait s'intéresse à la connaissance en ce moment. C'est-à-dire que Google dit
Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller scanner tous les livres des bibliothèques du monde entier. Vous savez, ils dépensent des millions et des millions de dollars pour aller scanner tous les livres des bibliothèques du monde entier, parce qu'ils pensent qu'ils auront une technologie de NLU, Natural Language Understanding, qui leur permettra de transformer ce qu'il y a dans les livres. Dans les livres, il y a beaucoup de connaissances de comment faire les choses, ils pensent qu'ils sont donc comparés la façon avec laquelle on faisait ceci par rapport à cela, comment telle banque a une méthode de vente, une autre banque a une autre méthode de vente, quelle est la différence, en quoi ils sont d'accord, quel acteur est d'accord avec quel euh, écrivain est d'accord avec tel autre écrivain sur des sujets différents, ou sur le même sujet. Voilà, donc la connaissance, c'est les règles, c'est comment faire. Alors j'aime bien prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le métier de la banque, mais qui permet de très vite comprendre. Le premier exemple, c'est une recette de cuisine. Dans une recette de cuisine, la première partie, c'est la liste des ingrédients. C'est de l'information. La deuxième partie, c'est comment je mélange la farine, le lait, le beurre et les œufs pour faire une pâte à crêpes. Bon, ben ça, c'est de la connaissance, c'est comment faire. Euh, à la maison, excusez-moi de prendre un exemple personnel, j'ai du parquet. Bon, et je me suis dit, tiens, ben, je vais changer mon parquet, j'ai quelques lattes qui sont abîmées, je vais le changer, je vais le faire moi-même, c'est pas un souci. Donc j'ai téléchargé sur le web, sur Google, un document qui m'explique comment changer du parquet. Mais il ne m'explique pas comment changer mon parquet, parce que dans mon cas particulier, j'ai des poutres en châtaignier, j'ai de la marqueterie, enfin, etc. C'est complexe. J'ai pas trouvé la réponse à mon problème. Donc, un livre, c'est de la connaissance, et la connaissance, elle est générique. Une méthodologie de vente, comment vendre des produits d'assurance vie, c'est générique. Mais ça ne répond pas à, dans le cas de monsieur X ou de monsieur Y, ou de madame Y, comment est-ce que je fais pour vendre. Ça, effectivement, cette quatrième partie, c'est l'expertise. L'expertise, c'est l'application d'une connaissance à un cas particulier, à mon client. Voilà. Qu'est-ce que dans son cas, il faut que je lui dise et comment lui vendre et quel est le produit qui est adapté à son cas. Et ça, c'est de l'expertise. L'expertise, c'est ce que les clients veulent à la date d'aujourd'hui. Les clients font confiance à un conseiller quand ils ont un conseiller qui est compétent. Et il est compétent quand il sait répondre à ces questions en leur expliquant pourquoi il faut prendre telle ou telle décision. C'est ça, c'est dans ce domaine-là que va intervenir l'intelligence artificielle et la NLG très particulièrement. Donc là, en fait, on arrive à un niveau global de langage, finalement. Avec votre Voilà, solution, vous atteignez le quatrième niveau comme l'humain, en fin de compte. voilà, exactement. Parce que qu'est-ce que fait un expert? Qu'est-ce que fait un conseiller bancaire? Un conseiller bancaire, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va écouter son client, il va, pendant qu'il écoute son client, il va raisonner pour savoir quel est le produit qui correspond. Ensuite, il va résumer la situation à son client. Il va lui faire un diagnostic. Il va lui dire, dans votre cas, ce qui serait bien, c'est ceci et cela pour telle et telle raison. Et ensuite, il va lui faire une suggestion argumentée. Eh bien, il se trouve que dans la NLG, on produit 4 types de textes. Le premier, c'est du commentaire. Commentaire, c'est le seul texte qu'on appelle du texte non intelligent. Commentaire, c'est long, ça fait des textes qui sont longs et peut-être que tout le monde n'a pas le temps de lire. Néanmoins, ça a des applications et des intérêts. À partir du moment où j'ai de la NLG, je suis capable d'aller écrire une description de produit à partir de la connaissance de chacun des clients. Donc au lieu d'avoir, si un client me demande une brochure sur de l'assurance vie, au lieu de lui donner la brochure standard qui est la même pour l'ensemble des clients, je vais être capable d'écrire une brochure complètement personnalisée au contexte de chacun des clients. Bon, donc le commentaire a un usage. Mais le premier texte intelligent, c'est le résumé de situation. Pourquoi le résumé de situation est intéressant? Parce que dans le résumé, il est intelligent parce que il faut bien que je décide ce que je dis et surtout ce que je ne dis pas. Donc je suis vraiment dans une approche de texte intelligent. Le troisième type de texte généré par la NLG ou un être humain, dans tous les cas, c'est valable, c'est le diagnostic, c'est-à-dire la cause, le lien de cause à effet. Le diagnostic, c'est pas seulement médical, c'est au sens très large du terme, c'est l'explication de cause à effet. Monsieur, vous avez eu un problème, et bien la raison c'est ceci, et à cause de cela et de ceci, vous avez fait ça et pas fait cela. Et effectivement, on se retrouve dans une situation où vous allez payer des AGO, et c'est pour ça que la banque vous a. C'est ce qu'on appelle du diagnostic.
Et enfin, le quatrième, c'est de la recommandation argumentée. Alors tout ça, ce que je vous explique, c'est très important parce que derrière, dans les exemples que je vais vous montrer, on va bien expliquer en quoi, effectivement, la NLG permet de répondre à ce type de texte. La valeur ajoutée des textes, et j'ai pratiquement fini mes slides, on va rentrer dans les démonstrations live, c'est donc effectivement parler du type de texte qui est très apprécié. Le premier texte apprécié, c'est les explications du contexte. Hein, les clients aiment beaucoup avoir des explications. Les comparaisons. Hein, les clients raffolent des comparaisons. Une information n'a de valeur que si elle est comparée à quelque chose d'autre. Et ça, c'est vrai que quand on a des clients qui publient 1 million de rapports par jour, qu'ils savent que les rapports sont plus lus quand ils viennent de la NLG que quand ils sont écrits par des analystes humains, forcément ils se posent des questions de savoir pourquoi. Et on aboutit très très vite à, on fait très facilement des comparaisons, donc on rend de la valeur à une information, et puis donc les recommandations d'action, le client. Alors j'étais avec là je peux le dire, je ne suis pas sous engagement de confidentialité, j'étais avec le Chief Marketing Officer de JP Morgan, la partie B2C, donc il y a quelques mois à New York, et je lui ai fait une présentation d'Iseop. Et il m'a dit, mais vous répondez à une problématique qui est énorme chez nous, et cette problématique, depuis 15 ans, elle est partout dans le monde. Il y a 15 ans, les clients croyaient leur pasteur, leur docteur et leur banquier. On leur disait de faire quelque chose et ils le faisaient. Maintenant, il faut tout justifier. Et donc, si j'ai pas un bon argumentaire pour chacun des points, eh bien, je ne peux pas le faire. Et il me disait, ben, je viens juste de rentrer d'un colloque avec de médecine. C'est intéressant pour un Chief Marketing Officer. Alors, il m'explique dans le monde de la banque, et il m'explique qu'en fait, il y avait été parce qu'il y avait des sujets très intéressants sur qu'est-ce qu'on appelle un bon docteur. Quel est le profil, qui on considère un bon docteur? Un bon docteur, c'est pas celui qui vous soigne bien. D'abord, il faudrait vivre 2 vies pour savoir si le traitement qu'il vous a donné était le plus efficace ou pas. Eh bien, le bon docteur, c'est celui qui explique bien. C'est celui qui explique bien et c'est celui qui explique pourquoi, médicament par médicament, il faut prendre ce médicament ou pas prendre ce médicament. C'est très intéressant. Et ce qu'il disait sur les docteurs est tout à fait applicable dans le monde bancaire. Voilà. On va terminer avec les grands cas d'usage de la NLG avant de vous montrer des exemples concrets. Le premier, c'est les projets orientés reporting. Alors là, on a énormément de clients dans le reporting. Les reporting financier, marketing, commercial, énorme demande. Entre autres sur le reporting financier, ça c'est dans le monde de la banque, c'est énorme. La machine écrit à 2000 pages à la seconde, donc vous imaginez l'intérêt. Une fois que j'ai modélisé, c'est un peu comme Excel, hein, vous savez, de Microsoft, une fois que j'ai fait mon tableau, eh ben, je charge mes données et il me recalcule mon tableau en fonction des données. Ben là c'est pareil, je vais appliquer des jeux de données et une fois que j'ai modélisé mon reporting, et cela ne prend pas beaucoup de temps, eh bien, je suis capable effectivement de produire des rapports. Le deuxième, c'est bien sûr les projets digitaux. Hein, et alors ça, c'est très important, on en a beaucoup de choses. Vous vous rendez compte qu'avec la NLG, on est capable de faire des espaces clients individualisés. Donc à partir du moment où le client s'est connecté à son espace client, tout ce qu'on lui écrit sur la page n'est que pour lui. Puisqu'on écrit à 2000 pages à la seconde, c'est absolument instantané et on est capable de lui donner un conseil de gestion de ses comptes, on est capable de lui préciser des choses qui sont absolument sur une base de raisonnement de données et là il y a un impact qui est très fort. L'autre chose que vous voyez, l'autre élément que vous voyez, qui est toute la partie études de clients personnalisés, donc là on peut parler de clients puisque c'est sur le web, de clients comme Boursorama, donc qui utilisent pour faire effectivement du conseil individualisé à chacun des clients. Et effectivement, le web d'une façon générale, c'est très bien si je cherche un prix et que je connais le nom de mon produit. Là, j'ai une expérience client qui est très bien. Maintenant, si je ne sais pas quel est le produit, voilà, j'ai une question, je m'intéresse à ma retraite, mais je ne sais pas qu'est-ce qui convient ou ne convient pas. Il faut passer par une approche besoin. Qu'est-ce que va faire un conseiller? Il va commencer à poser des questions. Il va bien sûr s'appuyer sur les informations financières qu'il a devant lui, mais il va poser des questions. Est-ce que vous avez un autre compte bancaire ailleurs? Est-ce que voilà, peu importe les questions, il va bien faire une approche par le besoin.
quel est votre objectif, qu'est-ce que vous voulez atteindre, pourquoi vous voulez, qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont vos priorités. Et à partir de ces besoins, il va déterminer quel est le meilleur produit en expliquant pourquoi. Eh bien, ça, ce n'était pas possible avant sans la NLG. La NLG permet de faire des outils, donc de conseils à la base avec une approche qu'on appelle une approche besoin. Des projets orientés. En fait, excusez-moi John, alors j'ai coupé mon micro parce qu'il y a un peu d'écho, donc c'est pour ça que je le rebranche en fait simplement quand j'ai une question. Moi je voulais simplement savoir si du coup dans le cadre d'un rendez-vous avec un client, le conseiller peut déjà poser les questions, l'expression de besoin et que ISEOP ensuite peut reconstruire effectivement l'argumentaire ou en tout cas la décision qui doit être prise de manière instantanée pendant le rendez-vous. Oui, alors on va le voir dans les exemples, hein, même si peut-être on n'aura pas le temps d'aller très loin, aussi loin dans les exemples, mais on va voir que effectivement on a fait pour des sociétés dans le monde de l'assurance entre autres des aides où effectivement le système pose un certain nombre de questions aux clients en ligne, derrière propose des questions supplémentaires à poser dans le contexte de façon très contextuelle au conseiller quand il va parler au client, sachant que le client n'aura sûrement pas le temps de répondre à 10 questions, donc il choisit les questions et à chaque étape pose des questions et fait une synthèse une synthèse globale de ce qui a été dit, qui évite de reposer des questions qui ont déjà été posées, et donc d'avoir, c'est ce que nous disent les clients, le client final a beaucoup de respect pour son conseiller parce qu'il voit immédiatement que l'autre est très au courant de qui il est, de ce qu'il a demandé, et on repart pas à zéro à chaque fois qu'on parle, surtout quand on est sur des plateformes téléphoniques ou des choses comme ça. Bon, il faut qu'on avance, je sais que vous me poussez à avancer, mais on va voir des exemples, juste après on est dans la partie démonstration. Hein. Le dernier point, et c'est celui-ci, c'est parmi nos clients, et ça c'est vrai surtout dans la banque de détail, on a beaucoup de préparation à l'entretien, voire d'accompagnement, de conduite d'entretien, c'est-à-dire que la machine va résumer, je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe sur des démonstrations live. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais effectivement partager mon écran. Voilà. Alors, effectivement, John va partager son écran. Vous allez avoir la possibilité avec l'interface de choisir différents modes d'affichage pour vous. Là, vous avez en bas à droite de votre écran deux boutons qui vous permettent d'avoir soit la totalité de la page ou une partie de la page. Et puis, vous avez aussi une croix plutôt en haut à gauche de l'écran d'ISEOP qui vous permet de mettre les transparents en plein écran, enfin la présentation en plein écran. Donc n'hésitez pas à utiliser ces boutons pour avoir un meilleur confort de visionnage de ce que John va nous partager. Alors je vais fermer cette partie-là. Voilà, donc la première application que je voulais vous montrer, c'est une application de portfolio où effectivement on a des portfolios, on a des fonds et la machine peut effectivement, on choisit un fonds. Et puis, on va demander à ISEOP de commander instantanément. Donc là, on est en anglais, mais elle marche en multilingue. On va effectivement avoir des commentaires de fond où la machine va commenter complètement cette partie-là. Hein. Donc voilà, je vous laisse lire. Voilà. La deuxième chose qui est importante, on va regarder d'autres démonstrations, ça c'est simple. On va regarder une synthèse décisionnelle. Donc là, dans ce cas-là, j'ai 4000 points de données qui ont été collectés, qui sont des données qui, effectivement, proviennent, je dirais, des données du marché, d'évolution du marché. Et je vais demander à générer le rapport à partir de ces 4000 données. Le besoin, le business problem était le suivant. Le business problem était le suivant. Il me disait, alors le business problem était le suivant. Il s'agissait en fait de résumer, au lieu de remplacer partiellement des graphiques, c'était un document qui faisait 20 ou 25 pages avec des graphiques, des camemberts, des histogrammes, etc. Et effectivement, il y avait un problème réel de tout le monde ne comprenait pas la même chose à partir des graphiques. Et surtout, les graphiques n'étaient pas aussi précis que ce qu'on peut faire avec du langage. Donc, la direction avait demandé effectivement à une équipe d'intelligence économique de rédiger une note
une note de 2 pages, une synthèse décisionnelle de 2 pages qui résume l'évolution du marché et de ce que fait la concurrence sur les 2 mois, la semaine précédente en comparaison de la semaine précédente ou du mois précédent. Et donc, effectivement, ce rapport nécessitait 3 jours de travail. Donc, en fait, il prenait les données le lundi après-midi, il travaillait le mardi, mercredi, jeudi, et le vendredi après-midi, remettait le rapport à la direction. Le point était le suivant, c'est que la direction lisait ce rapport pendant le week-end, et quand ils arrivaient le lundi, ce qu'ils avaient appris était déjà vieux de pratiquement une semaine, Ce qu'ils voulaient, c'était avoir un rapport, une synthèse décisionnelle, mais avec des données fraîches, c'est-à-dire avec des données qui avaient quelques heures, et là, ils ont des données avec quelques secondes. Donc, j'appuie maintenant sur le rapport, et en 1 seconde et demie, on va dire, il a analysé les 4000 points de données, et il m'a rédigé effectivement le document que vous voyez ici. Voilà l'évolution du marché qui a eu lieu, et puis voilà ce qu'on fait de grandes banques. Alors bien sûr, tout ça, on a caché, ce sont des noms qui n'existent pas, voilà, de banques, mais le principe est là, donc rapport d'avril. Là, on l'a fait en mensuel. Alors, ce qu'on a fait, c'est que parmi les 4000 points, on a isolé un certain nombre de points pour pouvoir jouer avec et vous montrer que le texte change au fur et à mesure qu'on le fait. Au mois d'avril 2017, la progression solide des encours de Total Dépôt a été portée par la hausse des cours, etc. Voilà. Donc, si je change et j'applique une fonction mathématique sur mes données, au lieu de les augmenter, les réduire, au moment où je les réduis, il va me réécrire mon document. En avril, la chute des cours de Total Deposit provient de la dégradation des 4 et de 1 respectivement, en dépit de la hausse, etc. Voilà. Et puis si maintenant je continue, je vais modifier un autre critère ou appliquer une autre fonction mathématique sur mes données, je fais ceci. Et effectivement, j'ai forcé le changement. Voilà. En 2007, la décroissance historique des encours de Todon, chute enregistrée, a été grévée par la diminution. Alors, vous voyez qu'on n'est pas que sur du commentaire, on est bien sur une relation de cause à effet, on est capable de produire. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, je voulais juste vous montrer qu'en fait, dans cet exemple-là, Iseop fonctionnait comme Microsoft Excel. Quand dans Microsoft Excel, vous modifiez une donnée, eh bien, il vous recalcule votre tableau. Quand vous modifiez une formule, il vous recalcule votre tableau. Eh bien, avec Iseop, c'est exactement la même chose. Quand vous modifiez une business rule, eh bien, il vous recalcule votre paragraphe, ou quand vous modifiez une donnée, il réanalyse les données et effectivement, il produit. La grande différence dans l'intelligence artificielle comparée à ce que l'on faisait autrefois, et c'est pour ça qu'on dit que l'intelligence artificielle est une véritable révolution, c'est que globalement dans l'informatique, ce qu'on a fait depuis 30 ans, c'est du calcul, des algorithmes de calcul sur des données. Bon, plus du stockage des données, plus de la communication, mais globalement, ce qu'on a fait, un logiciel de comptabilité, que ce soit un CRM, que ce soit etc., c'est bien du calcul sur des données. Eh bien, avec l'intelligence artificielle, on va être capable de faire du raisonnement sur les données. Et c'est ça qui est très important, c'est que cette capacité à raisonner sur les données que seuls les êtres humains savaient faire et qu'aujourd'hui, on peut industrialiser, au moins dans un sens d'aider les utilisateurs à être plus précis en faisant du raisonner sur un plus grand nombre de données. Voilà, je voulais vous montrer, c'est une application de préparation à l'entretien commercial. Donc voilà, je suis sur un CRM et j'ai beaucoup d'informations avec des onglets sur mon client et je suis en face. Et effectivement, plus j'ai donné, certaines banques ont 250 données, d'autres ont 600 points de données par client, plus bien sûr les transactions bancaires. Et donc effectivement, ce qui se passe, c'est que c'est difficile à comprendre. Donc ce qu'on a mis, c'est un bouton dans le CRM à ce niveau-là, et quand on clique sur ce bouton, Iseop avec la NLG va produire le texte que vous voyez en face. Quand vous voyez en face, vous voyez qu'on résume la situation de ce client,
On l'analyse, il remplit des critères pour être client privilège, mais n'a pas fait partie du programme. Attention, dernier rendez-vous. Donc, on va mettre en langage naturel. Et c'est vrai que pour le conseiller, c'est quand même beaucoup plus simple de comprendre ce qu'on a en face que de comprendre un CRM avec beaucoup de données. Donc ça, c'était le premier onglet. Le deuxième onglet, on va aller un petit peu plus loin. Vous voyez, je clique à gauche là sur la petite maison, et la machine va m'analyser non pas les anomalies, mais les anomalies potentielles, on va dire, hein, l'analyse des comptes. Et là, me dit, attention, ce client-là, il avait une moyenne de 11 600 euros sur son compte, il n'en a plus que 432. Donc, à l'analyse des chiffres, c'est vrai que le conseiller va avoir tendance à être méfiant. En fait, pas du tout. Regardez, grâce à la NLG, comment on a généré. On dit son solde de compte est inférieur à la solde moyenne, au solde moyen constaté habituellement, suite à un achat important réalisé chez Peugeot, Paris 15, Grenelle. Malgré la faible balance, le solde moyen observé sur le compte courant ces derniers mois est resté élevé. Avant l'achat important, la balance mensuelle moyenne a même augmenté de 12% par rapport à l'année dernière. Peut-être en lien avec une augmentation de salaire. Vous voyez que la machine, en fait, elle va très très loin dans l'analyse de données. C'est pas du tout facile de détecter ce genre d'informations, et là, on va aller loin, et on va pouvoir effectivement se dire qu'en fait, c'est un très très bon client. Tout va bien pour lui. Il a juste utilisé son cash pour probablement faire un down payment, je sais pas comment on dit, un deposit important sur l'achat de sa voiture, et puis, mais en fait, son salaire augmente, il va très très bien, quoi, hein. Voilà, et donc on fait la recommandation. Et puis on peut aller encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, le client il est venu pour discuter ses frais de découvert, il a eu 135 euros de frais de découvert, ce qui est énorme. Et donc, malgré le fait qu'il va bien, et donc effectivement, s'assurer l'exactitude du nom, il a été vu la dernière fois il y a plus de 2 ans. Voilà, au cours du dernier trimestre, le découvert lui a occasionné 135 euros d'adjo, lui proposer de signer un plan de protection de son découvert pour seulement 1 euro par mois, le compte est protégé, etc. Si le client demande un remboursement, n'hésitez pas à accepter de sa demande, car c'est un client sans incident durant ces 5 dernières années. Voilà, donc ça c'est un petit exemple qu'on a créé, mais la réalité elle est vraiment la scène. Ensuite derrière, le logiciel va faire de l'analyse. Il va dire le plan de retraite il est bien à notre connaissance, et on va expliquer pourquoi le plan de retraite semble être intéressant d'après une analyse des données. En dehors du bon sens, en dehors de... Le conseiller va utiliser l'application plan de retraite pour effectuer une simulation du budget. Donc voilà, ça va permettre de faire des suggestions et d'aider effectivement le conseiller à trouver quel est le meilleur produit, à avoir l'argumentaire qui convient bien, et donc à aider en fait à une meilleure efficacité dans un entretien commercial. Alors certaines banques vont plus loin, elles vont jusqu'à l'accompagnement pendant le rendez-vous sur une tablette et permettent effectivement, donc là je suis en B2C, d'autres clients utilisent effectivement notre technologie pour faire différents types d'advisors, que ce soit dans la banque privée, dans la banque d'investissement, des calculs également de plans, et tout ça en langage naturel, en générant, je dirais, du texte. Certains textes du reste sont pour un usage interne, d'autres effectivement sont pour un usage vers le client, puisque derrière on peut préparer des plans, des documents personnalisés automatiquement qui partent chez le client et qui lui permettent d'avoir un document devant les yeux qui explique sa situation et explique la recommandation qui lui a été faite par le commercial. Et donc, John, si je vous suis bien, ce qui est intéressant aussi dans la solution, c'est qu'il peut y avoir peut-être même plus de souplesse dans la relation entre, peut-être, mettons, un banquier et son client, parce qu'il va y avoir une prise en compte de beaucoup plus de paramètres, finalement, qui ne sont pas forcément pris en compte à l'heure actuelle parce qu'ils ne sont pas connus en fait de l'interlocuteur. Je pense à ce que vous disiez tout à l'heure sur des demandes de découvert. Est-ce que le salaire il a augmenté? Est-ce que c'est un bon gestionnaire? Il y a déjà des données, mais là en fait on a la possibilité d'intégrer des paramètres complémentaires qui permettent de peut-être faire varier la décision de façon au cas par cas en fait vraiment. Alors il ne s'agit pas de paramètres supplémentaires, il s'agit qu'on va mettre
on va mettre la connaissance dans le lot, et donc effectivement la connaissance il va y avoir un raisonnement sur les données, et Iseop va à ce moment-là intervenir, le logiciel intelligence artificielle, la NLG, va intervenir dans ce cas-là pour simplement, comme assistant virtuel, pour guider l'utilisateur, soit dans le diagnostic de la situation du client, du compte client et des meilleurs produits qui lui conviennent, soit pour faire de la recommandation argumentée en expliquant pourquoi ce produit est bon pour eux, ou bien pour effectivement simplement résumer la situation et en quelques lignes être capable de voir ce qui est important et pas important pour un client avec qui on a un rendez-vous. Voilà. Encore une fois, les champs d'application de la NLG sont aussi larges que ceux de la NLG sont aussi larges que ceux dans lesquels, dans votre métier, vous parlez et vous écrivez de façon répétitive sur un domaine d'application. Ce que vous disiez également, mais c'était dans une autre intervention que j'avais suivie, vous disiez que finalement, avec les mêmes paramètres, le logiciel ne recréait pas le même texte. C'était toujours un texte différent parce que l'humain n'aimait pas lire deux fois la même chose, en fait. Oui, oui, alors effectivement, il faudrait revenir sur une démonstration pour vous montrer que effectivement, Iseop possède le brevet mondial sur la génération de textes variés et que jamais le texte ne rédige le même. Alors, les deux possibilités sont là. On peut supprimer cette fonctionnalité pour que le texte soit toujours le même dans un type de raisonnement, etc., pour des raisons juridiques, par exemple, ou alors, et en général c'est le cas dans la relation client, effectivement on va mettre de la variété de texte pour que le logiciel dise la même chose mais de façon différente pour ne pas épuiser, ne pas fatiguer le conseiller ou le client qui lirait ce texte et qui dirait oh bah, ça y est, on me l'a déjà dit 3 fois. Donc voilà, la variété de texte, ça s'appelle la gestion des synonymes au sens très large, hein. Ça peut être bien sûr des synonymes sur des mots, mais ça peut être aussi sur des temps, hein, style direct, style indirect, etc., sont effectivement au cœur de nos technologies. La NLG, c'est pas de la phrase à trous, hein, c'est vraiment la machine, c'est ce que c'est qu'un sujet, un verbe, un complément, et c'est générer du texte intelligent. Vous avez parlé tout à l'heure de différents cas d'usage sur l'un des transparents, je vais peut-être le reprendre. Voilà. Dans vos relations actuelles avec vos clients, quels sont en fait parmi ces cas d'usage qui sont le plus souvent soulevés comme étant, disons, des souhaits d'utilisation d'Iseop, par exemple? Oui, alors dans le cas de la banque de détail, c'est la préparation à l'entretien. C'est la base, tout entretien commercial doit être préparé. Eh bien, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de données dans le monde bancaire que les conseillers n'ont pas le temps de préparer l'entretien. Là, on va les aider en un clic de souris, ils ont une préparation à l'entretien. C'est généralement très impressionnant en termes d'acceptation des conseillers qui adorent cet outil, et en efficacité, parce que la machine va détecter des choses très importantes. Je me souviens avoir interrogé un conseiller et dans une de nos banques clientes, et elle me disait ben, vous voyez la dame qui vient de se lever et de partir, Iseop m'avait dit, le logiciel de NLG m'avait dit qu'il y avait eu une variation des allocations familiales il y a 4 mois et que donc il fallait que je demande des nouvelles pour savoir si c'était une petite fille ou un petit garçon. Forcément, déjà là, notre entretien a changé. Tout de suite, elle dit, oh, vous saviez que j'avais eu un enfant? Je ne l'avais jamais vu, cette dame. Mais la machine avait détecté. Et elle lui a dit, bah, écoutez, j'ai vu qu'il y avait une modification des allocations. Elle me dit, si je n'avais pas eu l'outil, je ne l'aurais pas vu. Ce n'était pas possible. Alors bien sûr, j'en ai profité pour lui ouvrir un livret, etc. pour l'enfant, et donc j'ai fait une vente supplémentaire. Mais d'une façon générale, la machine effectivement est capable d'analyser un grand volume de données et donc de voir ce qui peut être un centre d'intérêt, soit pour attacher, démarrer une conversation, que ce soit
sur un sujet familial pour des raisons d'intelligence relationnelle, ou que ce soit sur j'ai vu que vous aviez acheté une voiture, etc. Et où êtes-vous assuré, etc. Et engager la conversation sur des produits et sur des besoins, sur des produits qui correspondraient à des besoins en fonction de l'analyse. Encore une fois, ce qui a changé dans le monde de la banque, c'est aussi le nombre de produits que l'on vend. C'est bien sûr aussi une plus grande exigence en termes de conformité, et puis c'est aussi des clients qui sont de plus en plus accrochés, on va dire, à renseigner, parce qu'ils vont sur Internet, ils comparent les choses, et donc effectivement, il faut que les conseillers, les armer, leur donner des outils pour qu'ils soient vraiment très bons et qu'il y ait le churn s'arrête parce que les clients se disent oui mais moi mon conseiller je n'irai pas ailleurs parce que moi mon conseiller il est super compétent, voilà, et c'est vraiment ça donc ça c'est dans le monde de la banque de détail. Dans le monde de la banque privée, banque d'investissement, c'est tous les outils qui effectivement vont permettre d'analyser les données, d'argumenter, de préparer, etc. Mais aussi de confirmer un certain nombre de choses aux clients, donc beaucoup de communication écrite qui part chez les clients. Dans le monde du digital, en général, les clients vont commencer par les FAQ, la foire aux questions, et puis vont très vite arriver sur pour les prospects ou les clients, des outils où on va les aider à mieux analyser les besoins de les produits qui correspondent à leurs besoins en fonction d'un questionnement sur leurs priorités et en fait sur leurs besoins. Donc une vente orientée vers à partir des besoins du client et non pas une vente orientée à partir d'une marque ou d'un produit pour lequel on a poussé une pub et on a fait du marketing. Donc voilà, ça c'est les grands produits. Et puis dans le monde du reporting financier, beaucoup de reporting financier dans les banques, ça c'est un très très grand secteur, mais aussi marketing, aussi commercial. Je pense que dès qu'il y a du reporting qui est répétitif, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, et qui est en volume suffisant, et qui nécessite une personnalisation, parce que les jeux de données ne sont jamais les mêmes d'une année sur l'autre, il y a un usage et un retour sur investissement qui est très facile à calculer. Merci John. Alors on a une question de Anja, une double question en fait. La première c'est est-ce qu'Iseop peut être interfacé avec n'importe quel CRM, même maison entre guillemets. Et Oui. la deuxième question c'est quels sont les points de données possibles en fait. Voilà, donc oui, Iseop peut être interfacé avec n'importe quel CRM, même un CRM maison, pourvu que effectivement il y ait une possibilité à un moment donné d'y accéder soit par SQL, soit par XML, c'est-à-dire par web service. Bon, il faut regarder quel est le type de connexion dans le cadre des outils maison, mais bien sûr, il y a pas de... Alors, quelles sont les sources de données? On a beaucoup de clients qui utilisent dans certaines applications qui utilisent en fait leur data warehouse, enfin leur entrepôt de données, c'est-à-dire la même source que les données de business intelligence. Voilà. Mais on a aussi des clients qui font du web service sur différentes sources et pour le même document ont été interrogés 5 ou 6 bases de données différentes pour collecter les données qui vont bien. Oui. Très bien, merci. Alors Anja est en train de... Voilà, elle dit simplement merci pour cette réponse. Alors moi j'avais aussi une question sur le temps. Imaginons que vous avez une organisation qui effectivement est intéressée pour utiliser les services d'Iseop. Qu'est-ce qu'il faut imaginer en termes de temps, d'échange pour pouvoir mettre en place la solution? Comment ça se passe du moment où on a compris l'intérêt et qu'on veut mettre en place la solution? Oui. Quelles sont les étapes et quelle image? Voilà. Alors, il y a deux solutions. Alors d'abord le logiciel, il peut être en SaaS, mais la plupart du temps dans le monde bancaire, on installe le logiciel sur les serveurs de la banque. Il n'y a aucune donnée qui sorte du système informatique bancaire. Hein. En général, il y a deux types de cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est des choses qui étaient faites à la main,
et sur lequel il y a une répétitivité et sur lequel vous souhaitez que vos utilisateurs fassent un travail un peu plus noble que faire du reporting. On va prendre le cas d'un reporting financier qu'on fait chaque trimestre, chaque mois ou chaque année, et sur lequel c'est toujours la même chose. Mais par contre, il existe déjà. Donc, s'il existe déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai les données qui m'ont permis d'écrire, où sont les données qui m'ont permis d'écrire ce rapport? Et là, c'est vraiment extrêmement simple, parce qu'en lisant le rapport, en ayant les données, on devine les règles extrêmes. Donc on fait ce qu'on appelle du reverse engineering, et on devine les règles qui ont permis à ce raisonnement, ce qui permet de faire 80% du travail simplement entre les données et le rapport, et on voit le lien entre les deux, et on dit tiens ben voilà le rapport. Et là on refait le rapport à l'identique. On en profite pour l'améliorer bien sûr, mais sachez que Iseop est self-service, donc chez nos grands clients bancaires, c'est eux qui le font chez eux, en interne. Bien sûr, on apporte de la formation, on apporte du support technique. Je pense à une des plus grandes banques en France, où effectivement, il y a une demi-journée tous les 15 jours, où on fait le point avec eux, et il y a un de nos experts, Iseop, qui intervient pour répondre aux questions. Ils montrent les exemples de ce qu'ils font, ils viennent avec leur propre PC, et puis ils montrent les exemples qu'ils ont réalisés, et posent des questions qu'il faut, et on apporte du support technique. Voilà. Mais ça, c'est donc simple parce qu'on a du reporting qui existe déjà, et donc ce n'est que du reverse engineering. L'autre point, c'est alors par contre, je démarre sur sur une tablette, sur de l'accompagnement à l'entretien pour mes conseillers, mais depuis effectivement, et ça, je l'ai jamais fait. Donc là, effectivement, il y a un tout petit peu plus de travail. En général, on va s'appuyer sur un partenaire, des partenaires qui sont des gens qui connaissent très bien le monde bancaire dans tel ou tel domaine, et qui connaissent et qui là vont vous aider, vous clients, à raisonner et à trouver quelles sont les règles métiers que l'on applique. Et là, c'est extrêmement intéressant, mais c'est bien le deuxième cas de figure, puisque là, vous allez faire quelque chose que vous ne faisiez pas avant. Donc, vous n'avez pas d'exemple, vous n'avez pas d'expérience. Donc là, c'est bien de prendre un partenaire. Alors, bien sûr, on travaille avec de très gros partenaires comme Accenture, mais aussi d'autres plus petits et qui ont des spécialités en général dans des domaines et qui fait que vous allez gagner du temps parce qu'ils l'ont déjà fait, ils savent de quoi ils parlent et ça va aller un petit peu plus vite. Voilà, donc deux cas de figure. Le cas de figure où vous faisiez déjà cela avant et vous voulez simplement automatiser ce process et l'améliorer, bien sûr. Et le deuxième cas où vous voulez faire quelque chose qui est nouveau, fournir des outils nouveaux à vos associés, à vos collaborateurs, à vos salariés, à vos conseillers. Et là, effectivement, il faut peut-être, dans un premier temps, s'appuyer sur un partenaire. Et nous avons de nombreux partenaires dans différents domaines, particulièrement le monde de la finance. Oui, merci bien. On voit bien la différence, effectivement, de traitement en fonction de l'historique de votre client par rapport à ces sujets-là. Alors, on a une question de nouveau de Anja qui se demande si on peut envisager l'analyse de données vocales par Iseop. Alors, on ne fait pas d'analyse de données vocales, puisque la voix, c'est de la donnée non structurée, et que l'outil pour faire de l'analyse de données non structurées, que ce soit du texte ou de la voix, c'est de la NLU, Natural Language Understanding. Et ça, on ne fait pas. Rappelez-vous l'exemple tout à l'heure que je vous ai donné. Il y a dans la NLU 1000 acteurs. On n'est pas dans ce domaine-là. Nous, on est dans le domaine de la NLG. La NLG part sur du raisonnement sur des données structurées. Des données structurées, c'est des données qui sont dans une base de données, dans un fichier Excel, dans un entrepôt de données ou dans un logiciel de CRM. C'est de la donnée structurée. Et c'est à ce moment-là, on va partir de données structurées. Donc non, on ne fait pas. Nous, par contre, on a des partenaires avec qui on travaille régulièrement qui sont capables de faire l'analyse vocale. Encore une fois, la NLU n'est pas fiable, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de logiciel qui soit capable de comprendre parfaitement. Rappelez-vous ce que disait Luc Julia il y a donc 3 semaines, quand il est passage à Paris, il est basé en Californie, il a dit, effectivement, il y avait une question dans l'assistance, mais Siri, ça marche pas très bien en langue française. Et sa réponse a été la suivante, et ça ne marche pas non plus beaucoup mieux en langue anglaise. La NLU, ce n'est pas une technologie fiable. Donc,
pouvoir dire je suis sûr d'avoir compris ce qui s'est dit pendant l'entretien entre mon conseiller et son client, c'est un rêve, ça n'existe pas. On ne voit pas comment c'est possible. Par contre, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a un moyen avec la NLG pour répondre à ce genre de problématique, du moins partiellement. Voilà. Mais c'est trop, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Donc, encore une fois, la NLU est une technologie qui a fait des progrès considérables en 5 ans, mais la perfection, la capacité à vraiment comprendre une conversation, on en est encore très très loin. Il n'y a pas de solution à la date d'aujourd'hui. Alors que dans la NLG, la capacité à générer des textes à partir de l'analyse de données, c'est 100% fiable. Voilà, c'est 100% fiable. On est capable vraiment, quand je me souviens de notre discussion avec des gens comme Moody's, qui sont extrêmement sensibles au niveau légal, puisque c'est la base de leur business model, c'est de payer des amendes de plusieurs milliards d'amendes par an, parce qu'ils sont attaqués en permanence par les sociétés qui ne sont pas d'accord avec leur analyse de leur situation. Eh bien, quand on avait vu le responsable du département juridique, son opinion, c'était de toute façon, il ne laisserait jamais un ordinateur rédigé. Au bout d'une heure et demie d'explication, où on lui a même fait travailler avec l'outil, on l'a mis devant l'outil et on l'a fait travailler. On lui a dit, on va vous montrer sur un exemple et vous allez vous-même le faire. Et il a modifié des règles, il a modifié des textes, il a modifié et il a dit, bon, ça y est, ok, j'ai compris, à l'avenir, je ne laisserai plus un être humain rédiger quelque chose, parce que là, j'atteins une perfection en termes juridiques, c'est absolument parfait, j'ai compris comment ça marchait, c'est bon, on y va. Aujourd'hui, on me dit, c'est un de nos plus gros clients sur Terre. Oui, on voit bien comme il y a une adaptation aussi à ces nouvelles technologies avec une sorte de frein au démarrage, mais avec les démonstrations, force est de constater, voilà, de se rendre à l'évidence aussi du potentiel de l'outil. Moi, j'avais une autre question, c'est par rapport, alors puisque vous allez, effectivement, le système va aller chercher des données dans tous les données exploitables des databases. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des erreurs dans les databases? Parce qu'en fait, régulièrement, on a différents systèmes de données avec des choses parfois un petit peu obsolètes. Comment fonctionne Iseop dans ce cas-là? Est-ce qu'il est capable de détecter peut-être des incohérences? Oui, alors la réponse c'est, je m'excuse de revenir sur Moody's, mais c'est le point numéro 1 de Moody's, c'est eux, leurs données ne sont pas fiables. Donc ils ont plein de règles, ils ont fait plein de règles pour analyser la pertinence des données. Ils disent, ces règles vont analyser. Néanmoins, effectivement, si j'ai des erreurs sur mes données, j'aurai un résultat qui est faux. C'est pas plus dur, c'est comme dans un fichier Excel. Si je rentre des données fausses sur mon budget, mon budget il est faux. Bon, on travaille beaucoup cette partie-là, mais on ne peut pas résoudre le problème des données qui sont faussées. C'est pour ça qu'on ne fera jamais une machine qui directement au client lui dit ce qu'il faut faire, etc. Non, ou si c'est le cas, on utilisera toujours le conditionnel. Si les données que vous nous avez fournies sont exactes, alors la machine détecte, alors on vous propose de faire ceci ou de faire cela. Bien sûr, le problème de la fiabilité des données est tout à fait réel, même si, encore une fois, nos plus gros clients qui ont des données particulièrement, qu'ils considèrent non fiables, ils ont des règles, ils ont fait des jeux de règles, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais qui permettent effectivement de détecter quelles sont les données qui sont fausses et même quelquefois de générer des données qui sont manquantes. Très bien, je rebranche mon micro. Écoutez, on n'a pas d'autres questions. John, je pense qu'on va peut-être, si vous avez des questions à poser à John, n'hésitez pas à les poser tout de suite par le chat, parce qu'on va bientôt clôturer la séance. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus et d'avoir participé à ce web séminaire. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers John ou vers moi pour des questions complémentaires sur ces sujets. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, John. Voilà. Merci à tous. Merci à tous pour m'avoir accordé plus d'une heure en fait de votre temps précieux. À bientôt. Au revoir. À bientôt. À très bientôt. Bonne fin de soirée à vous tous.